La bruine avait commencé juste après le lever du soleil, brumisant le parking du supermarché animé. Les voitures entraient et sortaient, les pneus sifflant sur l'asphalte humide. Amélie, 24 ans, déjà fatiguée de son service matinal, luttait avec une longue ligne de chariots métalliques. Sa veste d'uniforme rouge collait à ses épaules, trempée par endroits. Ses mains froides de serrer les poignets métalliques mouillés. Elle se pencha pour ramasser une canette de soda jetée près du parc à chariots quand quelque chose, un mouvement rapide juste au-delà des chariots, attira son attention. Un bambin, à peine 2 ans, errant, ses petits pieds éclaboussant dans les flaques peu profondes, se dirigeant droit vers un pick-up qui reculait. Le souffle d'Amélie se coupa dans sa poitrine. « Hé, arrêtez !» cria-t-elle, jetant la canette et bondissant en avant. Le camion continuait à reculer, ses feux arrière rougeoyants. Le conducteur ignorait clairement l'enfant derrière lui. Ce qu'Amélie Moreau, simple caissière de supermarché, ne savait pas, c'est que Vincent Dubois, député influent de 38 ans, observait toute la scène depuis sa berline noire stationnée non loin de là. Cette histoire prouve que parfois, les vrais héros ne portent pas de costume-cravate, mais des uniformes simples, et que les gestes les plus purs naissent de l'instinct, pas du calcul. Amélie allait sauver plus qu'un enfant ce jour-là. Elle allait transformer la vie d'un homme puissant qui avait oublié ce que signifiait vraiment l'humanité. Si vous êtes prêts pour cette histoire d'amour qui brise les barrières sociales et révèle que la vraie noblesse réside dans le cœur, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Amélie Moreau avait 24 ans et travaillait comme caissière au supermarché Leclerc de Boulogne-Billancourt depuis 2 ans. Ce matin de novembre, la bruine transformait le parking en miroir glissant et elle peinait à rassembler les chariots dispersés par les clients pressés. Ses cheveux châtains s'échappaient de sa queue de cheval. Sa veste rouge d'uniforme était humide et ses mains rougies par le froid serraient les poignets métalliques des chariots récalcitrants. Elle se pencha pour ramasser une canette de soda abandonnée quand un mouvement dans sa vision périphérique la figea d'horreur. Une petite fille, pas plus de 2 ans, aux boucles blondes trempées, errait seule entre les voitures. Ses petits pieds roses éclaboussaient dans les flaques, tandis qu'elle se dirigeait droit vers un camion utilitaire qui reculait, ses bips d'alarme couverts par le bruit de la circulation. Le conducteur, un homme d'âge moyen en coupe-vent, était penché sur son téléphone et n'avait manifestement pas vu l'enfant. « Arrêtez! Stop! » hurla Amélie, abandonnant les chariots et sprintant vers la fillette. Ses chaussures de sécurité glissèrent sur l'asphalte mouillé, mais elle ne ralentit pas. Le camion continuait sa marche arrière, ses feux rouges clignotant comme une menace. Amélie atteignit la petite fille juste à temps, la soulevant dans ses bras et pivotant hors de la trajectoire du véhicule. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein à quelques centimètres de l'endroit où elle se tenait, une seconde plus tôt. Les chariots qu'Amélie avait abandonnés roulèrent librement, l'un d'eux s'écrasant contre le flanc du camion et laissant une longue rayure sur la peinture. Le conducteur bondit de son véhicule, le visage rouge de fureur. « Vous êtes folle » cria-t-il. « Regardez ce que vous avez fait à mon camion !» Amélie, serrant la petite fille tremblante contre sa poitrine, se tourna vers lui. « Vous avez failli tuer un bébé. »« Ouais, eh bien, maintenant vous me devez pour les dégâts. » Les yeux d'Amélie flambèrent. « Si une rayure compte plus pour vous que la vie d'un enfant, peut-être que vous ne devriez pas conduire. » L'homme ouvrit la bouche pour argumenter, mais juste alors, Vincent Dubois arriva. Grand, impeccablement vêtu, son manteau sombre attrapant la pluie, son appel téléphonique oublié. Il se figea en voyant sa fille Emma accrochée à l'épaule d'une étrangère, son lapin en peluche pendant d'une main. « Emma » allaita-t-il, se précipitant. Amélie se tourna pour lui faire face quand il tendit les bras, et pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Elle hésita seulement un moment avant de tendre doucement la fillette à son père. Elle accourut dans le parking. Un camion reculait. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. Vincent serra Emma contre lui, la vérifiant, embrassant ses cheveux humides.
Merci, dit-il essoufflé. Merci. Mais Amélie, encore tremblante, n'était pas adoucie. Surveillez-la mieux. La prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour la sauver. Le conducteur du pick-up essaya encore. On ignore juste les dégâts. Amélie ne le regarda même pas. Votre camion peut être réparé. Ses os, non. Elle lança un dernier regard à Vincent, puis se dirigea rapidement vers le magasin, la pluie striant ses joues alors qu'elle disparaissait par les portes automatiques. Vincent resta là, stupéfait, sa fille sauve dans ses bras, la bruine s'épaississant autour d'eux. Il regarda après Amélie, son uniforme trempé, sa voix ferme résonnant encore dans ses oreilles. Il ne connaissait pas son nom, mais elle venait de sauver tout ce qui comptait, et il n'avait même pas dit assez. Ce qu'Amélie ignorait, c'est que Vincent Dubois n'était pas un père ordinaire. Député influent de la circonscription des Hauts-de-Seine, conseiller spécial du gouvernement, il était habitué à être reconnu, respecté, écouté. Mais cette femme en uniforme rouge l'avait regardé non pas comme un homme de pouvoir ou de richesse, juste comme un père qui avait failli perdre sa fille. Et cette franchise brutale l'avait plus secoué que n'importe quel débat parlementaire. Dans sa berline noire aux vitres teintées, il avait tout vu. L'élan d'Amélie, son courage instinctif et surtout sa colère sincère face à l'injustice. Pas de calcul, pas de stratégie, juste l'humanité pure. Cette nuit-là, dans son appartement du 16e arrondissement, Vincent ne parvenait pas à chasser l'image de cette femme qui avait refusé sa gratitude avec tant de dignité. Emma dormait paisiblement, mais lui fixait le plafond, hantée par une vérité simple. Quelqu'un d'autre avait mieux protégé sa fille que lui. Le lendemain matin, Vincent Dubois était assis à l'arrière de sa voiture, une épaisse enveloppe à la main, le front plissé plus profondément qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il avait pris d'innombrables décisions rapides dans sa vie. Pourtant, rien ne l'avait ébranlé comme les mots de cette caissière. Il rejouait le moment dans le parking. Son cri, l'éclair de rouge, la façon dont elle avait protégé Emma et puis comment elle l'avait regardé. Pas comme un homme de pouvoir ou de richesse, juste un père qui avait failli à agir à temps. À 9 heures, il avait son nom. Amélie Moreau, 24 ans, colocation partagée en banlieue. Travaille au supermarché Leclerc. Pas de famille connue dans la région, pas de dettes, pas de réseaux sociaux, juste un nom et une empreinte dans son esprit qu'il ne pouvait effacer. Vincent se tenait devant le supermarché Leclerc. Élégamment vêtu, l'enveloppe glissée dans son manteau. Les têtes se tournaient quand il traversa le magasin. Des chuchotements traînant derrière lui, mais il n'avait Dieu que pour elle. Dans l'allée 2, remettant des boîtes de conserve avec une précision silencieuse. Il s'approcha et s'éclaircit la gorge. Amélie Moreau. Elle se tourna, légèrement surprise. « Oui ?» Il sortit l'enveloppe. « Je voulais vous remercier correctement pour avoir sauvé ma fille. » Elle regarda l'enveloppe, puis lui. « Qu'est-ce que c'est? » « Un témoignage d'appréciation, dit-il. « S'il vous plaît. » Amélie l'ouvrit légèrement, vit l'épaisse liasse de billets et se figea. Son visage se durcit. « Je n'ai pas sauvé votre fille pour une récompense, dit-elle, la voix ferme. Je l'ai fait parce qu'elle allait mourir. »« Je sais, répliqua Vincent. Mais c'est... Non, coupa-t-elle, la lui rendant. Je n'en veux pas. Il cligna des yeux. Vous ne savez même pas combien c'est? Je m'en fiche. Ils restèrent en silence. Amélie reposa calmement une boîte. Les gens supposent que tout a un prix, dit-elle. Mais ce que j'ai fait n'était pas à vendre. La mâchoire de Vincent se serra. Je ne voulais pas vous offenser. Vous ne l'avez pas fait, dit-elle. Vous m'avez juste rappelé à quel point il est rare de faire la bonne chose sans raison. Derrière eux, un client passa avec son caddie. Amélie ne bougea pas. Elle reprit l'empilage des conserves, imperturbable, tandis que Vincent restait figé, enveloppe à la main, incertain de lui pour la première fois depuis des années. « Vous avez une belle fille, » dit doucement Amélie sans lui faire face. « Elle mérite quelqu'un qui la voie, pas seulement qui la protège avec la richesse. »
Vincent hocha lentement la tête. Je l'ai vu. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre se soucie plus à ce moment-là. Et alors? Demanda-t-elle. Il grimaça, mais ne dit rien. Elle lui jeta un coup d'œil une fois de plus, puis s'éloigna vers le fond du magasin. Pas de théâtralité, pas d'excuses, juste le grincement régulier de ses chaussures sur le linoléum. Et Vincent Dubois, millionnaire, homme politique, père, resta seul avec l'enveloppe encore dans la main et la prise de conscience croissante qu'il venait d'apprendre une leçon qu'il n'avait jamais vue venir. C'était un jeudi après-midi tranquille. Le ciel était d'un bleu pâle, strié de nuages doux, et le parc de la ville, près de l'hôtel particulier de Vincent, bourdonnait du chaos doux des rires d'enfants. Vincent était assis sur un banc sous un grand orme, les jambes croisées, téléphone à la main, mais ses yeux, pour une fois, n'étaient pas sur l'écran. Emma, sa fille de 2 ans, grignotait un biscuit à côté de lui, ses boucles rebondissant tandis qu'elle fredonnait pour elle-même. « Papa », dit-elle soudain, pointant avec excitation. La gentille dame. Vincent suivit son doigt, son cœur sautant un battement. De l'autre côté du parc, près de la structure de jeu, se tenait Amélie. Ses cheveux étaient tirés en arrière en queue de cheval désordonnée, son badge du supermarché encore épinglé à sa chemise. Elle était agenouillée à côté d'un groupe d'enfants, montrant patiemment à l'un d'eux comment démêler la ficelle d'un cerf-volant. Emma était déjà à mi-chemin à travers l'herbe avant que Vincent puisse réagir. Il se leva et suivit, ses pas s'accélérant tandis que sa fille courait droit dans les bras d'Amélie. « Salut là !» rit Amélie, surprise mais ravie. Elle souleva Emma facilement. « Eh bien, n'es-tu pas juste une poche pleine de soleil? » Emma gloussa. « Tu m'as sauvée. » Le sourire d'Amélie s'estompa un peu, touché par le souvenir. « Je suppose que oui. » Vincent s'éclaircit la gorge doucement en s'approchant. Amélie leva les yeux, son sourire se stabilisant en quelque chose de plus neutre. « Salut, dit-il, maladroit mais sincère. Ça vous dérange si je m'assois un moment? » Amélie hocha la tête, désignant la parcelle d'herbe à proximité. Vincent s'abaissa, regardant Emma, maintenant assise à côté des autres enfants, occupée avec des crayons et du papier. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, » dit Amélie, brossant une feuille de son jean. « J'ai demandé au tour, » admit Vincent. « Je voulais encore vous remercier correctement. »« Vous avez déjà essayé, » dit-elle, pas méchamment, « avec de l'argent. » « Ce qui n'a clairement pas atterri comme je le pensais, » dit-il avec un rire sec. Amélie haussa les épaules. « Je ne suis pas à vendre, c'est tout. »« Je sais, » répliqua Vincent, « c'est ce qui m'a arrêté. » Il y eut une pause. Les rires d'enfants flottaient autour d'eux comme des carillons éoliens. « J'ai passé la plupart de ma vie d'adulte entouré de gens qui font les choses pour un prix, » continua Vincent, sa voix plus silencieuse. « Assistant, donateur, entrepreneur, même ami. Tout a une valeur, une transaction. »« Ça semble solitaire, » dit Amélie. « Ça l'est, » admit Vincent. « Mais je ne l'ai pas vraiment remarqué jusqu'à ce que quelqu'un comme vous intervienne. » Amélie le regarda alors, vraiment regarda. Pour la première fois, le costume sur mesure et la prestance politique semblaient se fissurer légèrement. « J'ai sorti un enfant du danger, » dit-elle. Pas pour les applaudissements, pas pour des faveurs, parce que c'était la bonne chose à faire, n'importe qui l'aurait fait. « Mais tout le monde ne l'a pas fait, » répliqua Vincent. Il la regarda en retournant son regard vers Emma, qui montrait fièrement son dessin, à une autre petite fille. « Vous n'avez pas demandé de reconnaissance. Vous ne vouliez pas de compensation. Ce n'est pas comme ça que la plupart des gens dans mon monde opèrent. Peut-être que vous devez quitter ce monde plus souvent, » dit-elle. Il rit doucement. Peut-être que oui. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. La brise souleva les cheveux d'Amélie. Vincent remarqua à quel point elle semblait à l'aise ici, pieds nus dans l'herbe, riant avec des enfants qui n'étaient pas les siens, contente sans spectacle ou statut.
Il réalisa alors à quel point la gentillesse sans agenda lui était étrangère et combien il l'admirait. « Je sais que ça peut sembler étrange, dit-il, mais j'aimerais vraiment parler à nouveau, peut-être sans les enveloppes ou la gratitude maladroite. » Amélie leva un sourcil. « Pas de discours? »« Pas de discours, promit-il. »« Alors peut-être, dit-elle avec un sourire, j'y réfléchirai. » Tandis que le soleil plongeait plus bas dans le ciel, projetant le terrain de jeu dans la lumière ambrée, Emma courut vers son père, des traces de crayon sur les joues et une image serrée dans ses petites mains. « Regarde, papa !» cria-t-elle. « J'ai dessiné toi et moi et la dame. » Vincent prit l'image. 3 figures en bâton se tenaient sous un soleil bancal. La plus grande portait un costume. Celle du milieu avait de grosses boucles. La dernière, avec de longs cheveux et un sourire brillant, se tenait entre elles. « Elle nous a mis ensemble, » murmura Vincent. Emma hocha la tête. « Parce qu'elle est gentille. » Vincent regarda Amélie. « Oui, dit-il, elle l'est. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas le genre réservé aux caméras ou aux donateurs, un vrai, le genre qui dit « Je suis reconnaissant d'une façon que je ne peux pas expliquer. Et peut-être que je veux savoir quoi d'autre j'ai manqué. » Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du magasin, projetant de longs rayons ambrés sur le carrelage usé. Amélie tirait sur une lourde boîte en carton, ses épaules tendues, tandis qu'elle essayait de la faire glisser dans l'allée de stockage derrière la section laitière. Sa chemise collait à son dos, la sueur des heures de réapprovisionnement et d'organisation se mêlant à la frustration d'une longue journée. Elle souffla, se penchant pour déplacer le poids à nouveau, mais la boîte ne bougea pas. « Besoin d'un coup de main? » La voix venait de derrière elle, calme, grave, et indéniablement déplacée dans un supermarché. Amélie se tourna, surprise. Vincent Dubois, en pantalon sombre et chemise boutonnée retroussée aux manches, se tenait au bout de l'allée. Il avait l'air complètement hors contexte, comme si un sénateur s'était égaré dans le mauvais film. Mais ses mains étaient nues, sa cravate partie, et ses yeux calculateurs durcis par la presse, semblaient presque humains. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici? » Il donna un demi-sourire. « J'ai pensé que je passerais. Vous avez mentionné une fois que vos livraisons de stock arrivent le lundi. » Amélie croisa les bras, méfiante. « Vous êtes venu aider avec des boîtes? » « Eh bien, dit-il, marchant vers elle et s'agenouillant près de la pile, j'ai pensé que le moins que je puisse faire est d'offrir 2 mains qui sont bonnes pour autre chose que serrer. » Avant qu'elle puisse objecter, Vincent soulevait déjà la boîte avec laquelle elle avait lutté plus tôt. Il grogna légèrement, plus de surprise que d'effort, et la plaça soigneusement sur le diable à proximité. Amélie fixa. « Vous venez de la soulever. »« Ce n'est pas de la physique quantique, » dit-il, s'époussetant les mains. Elle renifla malgré elle. « Je parie que vos donateurs de campagne ne vous voient jamais faire ça. » Il mourrait probablement de choc, admit Vincent. Au cours de l'heure suivante, il resta. Pas comme un invité, pas comme un politicien jouant l'humble. Il apporta des caisses, défit des cartons et nettoya même la porte du congélateur éraflé sans qu'on le lui demande. Les clients passaient dans une incrédulité silencieuse. Certains chuchotaient. Un homme âgé murmura. « C'est bien Dubois. » Amélie leva juste les yeux au ciel et continua à empiler des conserves. À un moment, Vincent fit une pause près du mur près de la caisse. Sa main effleura une légère tache, une vieille tache de chocolat qu'Amélie n'avait jamais pu complètement frotter. Emma a fait tomber son goûter ici le jour où elle a glissé et est tombée, dit Amélie derrière lui, remarquant son attention. Elle a pleuré exactement 12 secondes, puis s'est relevée et a demandé si elle pouvait avoir un autre biscuit. Vincent donna un petit rire. Ça lui ressemble. Il essuya doucement la tache avec un chiffon humide de sa poche, puis se redressa et se tourna vers Amélie.
Merci, dit-il, pour ce jour-là, et chaque petite chose que vous avez faite depuis. Amélie ouvrit la bouche, puis la ferma. Elle n'avait pas de mots pour la sincérité silencieuse dans son ton. Cette nuit-là, après avoir verrouillé le magasin et marché sur le trottoir fissuré vers son petit appartement, Amélie se retrouva à penser à Vincent plus qu'elle ne s'y attendait. Pas le Vincent des clips d'actualité ou des tracts de campagne, pas l'homme en costume sur mesure et en phrases choc, mais l'homme qui était resté tard pour scotcher une boîte cassée. Celui qui s'était accroupi pour nettoyer une tâche parce que ça comptait pour sa fille. L'homme qui avait peut-être, pour la première fois, laissé quelqu'un voir au-delà de l'extérieur poli vers quelque chose d'incertain et brut en dessous. Alors qu'elle tournait la clé dans sa porte, le souvenir se rejoua, pas de lui soulevant des boîtes, mais de la façon dont il l'avait regardée quand elle riait. Pas amusé ou condescendant, juste à l'écoute. Elle se versa du thé, s'assit sur son canapé d'occasion et fixa le plafond pendant longtemps. Vincent Dubois n'était pas juste un homme avec du pouvoir. Il était un père qui avait failli perdre son enfant. Un homme qui portait de la culpabilité derrière des costumes tranchants et des réponses préparées. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui apprenait encore comment être à nouveau entier. Et pour la première fois, Amélie s'autorisa une petite pensée silencieuse qu'elle n'avait pas osée auparavant. Et si quelqu'un comme ça pouvait apprendre à ressentir quelque chose de réel, même s'il ne le savait pas encore? Vincent Dubois avait toujours cru aux données, aux profils, aux chiffres, aux lignes nettes et aux résultats prévisibles. C'était ainsi qu'il avait gravi les échelons politiques. En sachant plus, plus vite, plus profondément que quiconque. Alors, quand il ne pouvait pas s'arrêter de penser à une caissière qui avait refusé son enveloppe de remerciements, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il demanda un rapport de contexte. Ce qui revint le surprit plus qu'il n'aimait l'admettre. Amélie Moreau, 24 ans, ancienne étudiante en éducation à l'Université Paris-Est, a abandonné sa deuxième année après que sa mère ait été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson précoce. Aucun dossier d'activité criminelle, a travaillé à temps partiel depuis l'âge de 17 ans. Actuellement employée à plein temps au supermarché Leclerc, soutient financièrement son frère cadet à l'université. Il n'y avait pas de glamour, pas de secret, juste une résilience silencieuse. Une vie construite, non avec des raccourcis, mais avec de longues nuits et de plus longues heures. Vincent lut le rapport 3 fois. Puis, un jeudi après-midi, alors qu'il terminait une visite hospitalière à un supporter âgé se remettant d'une chirurgie, quelque chose l'a fait s'arrêter dans le hall. Une forme familière, affaissée, fatiguée, attira son attention. Amélie, encore en uniforme vert du supermarché, ses cheveux tirés en tresses désordonnées, assise dans une des chaises en plastique à l'extérieur du service de neurologie. Ses bras étaient pliés sur sa poitrine, sa tête légèrement inclinée vers l'avant, comme si le sommeil l'avait volé en pleine pensée. Un sac en papier reposait sur ses genoux. Ses chaussures étaient usées. Son visage, même au repos, semblait tendu. Vincent resta immobile un moment, incertain de quoi faire. Puis l'instinct, ou peut-être quelque chose de plus doux, le poussa vers l'avant. Il marcha vers le distributeur automatique à proximité, y inséra quelques billets et sélectionna un gobelet en papier de café d'hôpital. Il était tiède et amer, mais c'était quelque chose. Il marcha vers elle et s'arrêta devant elle. Amélie cligna des yeux vers lui, clairement désorientée. « J'ai pensé, dit-il tranquillement, que si vous allez attendre ici, vous pourriez vouloir quelque chose de terrible à boire. » Il offrit le gobelet. Elle le fixa, puis le regarda à nouveau. Ses yeux, normalement gardés, se radoucirent avec quelque chose comme de la gratitude. Elle accepta le gobelet et prit une gorgée lente. « Encore mieux que ce que je prépare à la maison, » murmura-t-elle. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Vincent ne posa pas de questions. Il n'avait pas besoin de réponse pour le moment. Amélie parla finalement. « Ma mère essaie là-dedans, » dit-elle, hochant vers l'aile de neurologie. « Elle a des bons et des mauvais jours. Aujourd'hui, c'est entre les deux. » Vincent hocha la tête.
Elle enseignait la littérature avant qu'elle tombe malade, continua Amélie, sa voix distante. Elle lisait de la poésie le matin en faisant des toasts. Maintenant, elle se rappelle à peine de la moitié de l'alphabet certains jours. Je suis désolée. Amélie le regarda, ses lèvres se contractant en un sourire fatigué. Tout le monde est désolé, mais merci de ne pas le dire comme si ça réparait quelque chose. Il ne répondit pas, se contentant de siroter son propre café. Après un moment, elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne voulais pas vous critiquer l'autre jour, dit-elle. Au magasin, avec l'enveloppe, je veux dire... Elle soupira. C'est juste que les gens supposent toujours que la gentillesse a un prix. Vincent étudia son visage, éclairé sous l'éclairage fluorescent dur de l'hôpital. J'avais l'habitude de penser ça, dit-il, que tout était une transaction, que les gens faisaient le bien pour obtenir quelque chose. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Il détourna le regard. Maintenant, je pense que certaines personnes continuent juste à se présenter même quand personne n'applaudit, même quand personne ne voit. Amélie sourit à nouveau, pas large, mais réelle. C'était la première fois qu'elle lui souriait de cette façon. Vincent se leva. « Vous avez besoin d'un trajet? » Elle secoua la tête. « Merci, mais j'ai l'horaire de bus mémorisé. » Il hésita, puis hocha la tête. « Prenez soin de votre mère. » « Vous aussi, dit-elle, puis ajouta, « Avec Emma, je veux dire. » Alors qu'il s'éloignait, Vincent jeta un coup d'œil en arrière. Amélie le regardait, non avec méfiance ou lassitude, mais avec acceptation calme. Ça le déstabilisa de la meilleure façon. Cette nuit-là, Vincent s'assit sur son balcon, les lumières de la ville clignotant en dessous, et pensa non à la politique ou aux données de sondage, mais à une fille avec des chaussures fatiguées et une main ferme. Elle n'avait pas sauvé sa fille pour l'attention. Elle ne s'occupait pas de sa mère pour les louanges. Elle se présentait jour après jour. Et peut-être, juste peut-être, c'était à quoi ressemblait vraiment la bonté. Pas un titre, pas un geste, mais une persistance silencieuse et ferme. Une sorte d'amour qui n'avait pas d'audience et n'en avait pas besoin. La salle de réunion de l'hôtel de ville était inhabituellement silencieuse cet après-midi-là. Pas d'assistants, pas de presse, juste Vincent et Amélie assis l'un en face de l'autre. Des papiers étalés entre eux. Le soleil se déversait par les hautes fenêtres, réchauffant la longue table de chêne où les décisions politiques étaient habituellement prises avec plus de calcul que de conviction. Mais aujourd'hui, la voix de Vincent ne portait aucun de ce tranchant poli. « Je veux commencer quelque chose, » dit-il. Quelque chose qui survit aux communiqués de presse et aux séances photos. Amélie se pencha en arrière dans sa chaise, bras croisés. « Vous êtes un politicien. C'est votre langue, les séances photos. » Vincent ne broncha pas. « Je veux construire un programme. De vraies ressources pour les enfants qui grandissent comme vous. Comme j'ai failli le faire. Pas de cuillère d'argenture, juste des promesses et trop de portes fermées. » Amélie leva un sourcil. « Pourquoi moi? »« Parce que vous m'ouvrez les yeux, » dit-il. « Parce que j'ai vu plus de cœur dans la façon dont vous empilez les étagères et tenez la main de votre mère que j'en ai vu dans des salles entières, de gens avec 10 diplômes et 0 empathie. » Elle regarda le dossier devant elle. « Comment ça s'appelle? »« Les gardiens de lumière, » dit-il. « Un endroit où les enfants obtiennent plus que des notes. Où ils apprennent à cuisiner, lire avec confiance, réparer un vélo, construire un abri, parler avec courage. » Amélie tapota ses doigts lentement. « Et vous voulez que je le conçoive? »« Je veux que vous le construisiez avec moi, » répliqua Vincent. « Pas comme une mascotte, comme une partenaire. » Elle cligna des yeux, genument prise au dépourvu. Puis une pause. « J'ai été déçue par beaucoup de gens, » dit-elle finalement. « Surtout des gens en costume qui font des promesses. » Vincent hocha la tête. « Moi aussi, hein? C'est pourquoi je ne promets pas de résultats, je promets du travail. » Amélie le fixa, essayant de lire ce qui se cachait derrière les yeux bleus calmes et la montre chère. Elle vit de la lassitude, elle vit de la sincérité. Elle vit quelque chose de surprenant, de l'espoir peut-être,
Pas le genre crié depuis les podiums, mais le genre construit avec des mains qui avaient appris à porter plus que des votes. « Je ne veux pas que mon nom soit utilisé, dit-elle. Compris. Je ne veux pas de caméra à l'inauguration. Il n'y en aura pas. Et si je fais ça, ce n'est pas parce que je vous fais confiance encore. C'est parce que je fais confiance à ce que ça pourrait signifier pour les enfants. » Vincent sourit. C'est assez juste. Elle exhala lentement. Alors, appelons ça un commencement. Ils se serrèrent la main. Des semaines plus tard, dans une aile rénovée d'une bibliothèque locale, la première antenne des Gardiens de Lumière ouvrit silencieusement ses portes. Pas de journalistes, juste des livres donnés, des chaises d'occasion et des murs peints à la main par des bénévoles du quartier. Amélie se tenait à l'avant, se présentant non comme la co-directrice, mais comme quelqu'un qui croit que vous valez l'effort. Vincent se tenait au fond, la regardant parler. Regardant la façon dont les yeux des enfants s'illuminaient quand elle demandait leurs histoires préférées. La regardant s'agenouiller à côté d'une fille trop timide pour lire à haute voix et chuchoter « Tu peux le faire ». Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas digne d'un titre, mais c'était réel. Et réel, avait appris Vincent, était rare et sacré. Plus tard ce jour-là, alors qu'ils emballaient les fournitures restantes et redressaient les chaises, Amélie se tourna vers lui. « Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous faites vraiment ça, » dit-elle. Vincent s'appuya contre l'encadrement de la porte, bras pliés. « Parce que ma fille, elle est vivante. Parce que quelqu'un s'est soucié plus des gens que de la propriété. » L'expression d'Amélie s'adoucit. « Et parce que j'ai besoin de me prouver, ajouta-t-il, que je peux être plus que ce pour quoi j'ai été formé. » Elle sourit juste un peu. « Alors arrêtez d'essayer de prouver, contentez-vous d'être. » Vincent rit doucement. « Vous êtes toujours aussi sage? » Elle haussa les épaules. « Non, juste aussi fatigué. » Il hocha la tête. « Eh bien, nous avons du travail à faire. »« Oui, » convint-elle. « Et cette fois, nous le faisons selon nos conditions. » Ils quittèrent la pièce, côte à côte, entrant dans la lueur du début de soirée. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste les pas silencieux de deux personnes choisissant de faire quelque chose qui comptait. Pas parce que ça aurait l'air bien, mais parce que ça durerait. Le soleil d'après-midi filtrait par les fenêtres du centre communautaire délabré du quartier de la Goutte d'Or, projetant des rayons chauds sur des rangées de petits bureaux. Les enfants étaient assis en tailleur sur des tapis colorés, écoutant Amélie diriger une leçon sur la construction de terrariums. À côté d'elle, la petite Emma s'agenouillait, tenant un petit pot rempli de cailloux et de mousse, son sourire large et sans retenue. Vincent regardait depuis le fond de la pièce, appuyé contre l'encadrement de la porte, bras croisés, non dans le jugement, mais en paix. C'était devenu une vue familière. Amélie, entourée d'enfants, ses mains toujours en mouvement, passant des fournitures, tapotant une épaule, pointant vers des possibilités. Et Emma, plus seulement sa fille, mais d'une certaine façon la leur, appartenant à cette famille patchwork qui s'était formée de quelque chose d'inattendu. Après le cours, Amélie essuya la terre de ses mains et s'assit sur le banc à l'extérieur du centre. Emma grimpa sur ses genoux, ajustant de façon ludique la queue de cheval d'Amélie. Vincent les rejoignit un moment plus tard, offrant de l'eau en bouteille froide. Amélie la prit, hochant ses remerciements. « Elle vous aime, » dit-il simplement. Amélie sourit, brossant les cheveux d'Emma de son front. « Je l'aime aussi. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant les rires des enfants encore traînant à l'intérieur. Une brise portait le parfum d'herbe et d'été. Vincent finit par briser le silence. « J'avais l'habitude de penser que je me débrouillais bien, » dit-il. « Avait tout sous contrôle, mon emploi du temps, ma carrière, mon narratif. » Amélie se tourna vers lui, un sourcil levé. « Mais ce n'était pas vivre, admit-il. C'était juste de la maintenance. Cocher des cases, gagner des applaudissements. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Je pensais que je survivais, mais peut-être que je me cachais juste. » La voix d'Amélie était douce. « Quand est-ce que ça a changé? » Il leva les yeux.
ses yeux rencontrant les siens. Le jour où vous m'avez crié dessus dans le parking. Cela la fit rire fort et inattendu. Vincent sourit. Et puis encore, chaque fois qu'Emma rit. Vous savez ce que ce son m'a fait, la première fois que je l'ai entendu après l'accident. Amélie secoua la tête. Ça a fissuré quelque chose d'ouvert, comme si quelqu'un avait rallumé les lumières à l'intérieur. Emma, maintenant en train de jouer avec son ours en peluche à côté d'eux, tira sur la manche de Vincent. « Papa, est-ce que Scamélie peut venir à la maison avec nous aujourd'hui? » Il fit une pause, jetant un regard à Amélie. Elle sourit, mais détourna le regard, incertaine de comment répondre. « On verra, » dit Vincent, caressant doucement les cheveux d'Emma. « Mais tu la verras encore demain, d'accord? » Emma hocha la tête et retourna à son jouet. Ils passèrent de plus en plus de journées comme ça. Dans des écoles, des bibliothèques, des sous-sols d'églises transformés en salles de classe. Amélie enseignant avec la passion de quelqu'un qui n'avait jamais pu finir son propre diplôme. Vincent organisant la logistique, construisant des relations avec les donateurs, mais plus que ça, écoutant des voix qu'il aurait pu auparavant négliger, apprenant à lâcher prise d'être celui qui savait toujours le mieux. Et Emma était le cœur battant de tout. Elle courait dans chaque espace comme si c'était la maison, rapprochant son père et Amélie juste en étant elle-même. Quand Vincent ne pouvait pas dire les bons mots, Emma tendait la main vers celle d'Amélie. Quand Amélie doutait d'elle-même, Emma se pelotonnait sur ses genoux comme pour lui rappeler « Tu comptes ». Un soir, après un cours dans la cité de Belleville, Amélie trouva Vincent assis sur le capot de sa voiture, fixant l'horizon, éclairé en rose et orange. Elle s'approcha, lui tendit un muffin chaud de la vente de pâtisserie plus tôt dans la journée, il le prit, surpris. « Tu fais de la pâtisserie maintenant? » Elle haussa les épaules. Une grand-mère bénévole a insisté. A dit que j'avais besoin d'apprendre ou je ne serais jamais une femme complète. Il gloussa, prenant une bouchée. « Tu es complète avec ou sans muffin. » Elle le regarda, les yeux se plissant légèrement. « C'est un compliment du grand Vincent Dubois? » Il hocha la tête. « Un vrai, pas de caméra, pas de rédacteur de discours. » Elle s'assit à côté de lui. « Vous avez changé. » Il regarda la rue où Emma sautillait avec quelques enfants locaux. « Non, je pense que j'ai juste arrêté de prétendre. » Amélie plia ses bras. « Que prétendiez-vous? » « Que je n'avais besoin de personne, dit-il. Que ma fille irait bien avec un père qui ne se présentait qu'en costume et horaire. Qu'être utile signifiait être distant. » Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient doux. « Je vis maintenant, dit-il, à cause d'elle et à cause de vous. » Elle appuya doucement sa tête contre son épaule. « Vous vivez maintenant, chuchota-t-elle, parce qu'Emma a ri. Et parce que cette fois, vous l'avez entendu. » Il ferma les yeux, respirant la vérité silencieuse de ses mots. Il ne s'agissait jamais d'un programme, jamais seulement de charité ou de liste de contrôle ou de réparation. Il s'agissait d'un homme, d'une petite fille et d'une étrangère qui étaient devenus leur miroir, reflétant non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils pouvaient encore être. Et quelque part le long du voyage, Vincent réalisa qu'il n'avait pas seulement été sauvé par la femme qui avait tiré sa fille du danger. Il avait été sauvé par la femme qui lui avait appris comment ressentir à nouveau. Le soleil déversait une lumière dorée sur le parc communautaire où des bannières colorées flottaient au-dessus d'étals faits main et l'odeur de maïs grillé et de pâtisserie à la cannelle dansait dans la brise. Les enfants couraient entre les tables, le rire résonnant comme de la musique sous le ciel ouvert. C'était le premier anniversaire de l'initiative Gardiens de Lumière, un programme communautaire qui en juste un an avait touché des centaines de vies. Au cœur de la célébration se dressait une petite scène en bois modestement décorée de marguerites et de photos des événements de l'année. Des enfants au visage peint, des familles tenant des livres, des bénévoles martelant des clôtures et enseignant la couture. Au centre de tout cela était une constante. Amélie.
Elle se tenait maintenant près du bord de la foule, portant une robe d'été bleu douce, ses cheveux tirés en tresses. Amélie n'avait aucune idée de ce que Vincent avait planifié. Il lui avait simplement dit « Viens, c'est ton jour aussi. Aussi. » Le micro-grésillement quand Vincent monta sur scène, vêtu non d'un costume, mais d'un jean et d'une chemise boutonnée retroussée. Plus père que politicien aujourd'hui. La foule se calma tandis qu'il regardait la mère de visage. Il s'éclaircit la gorge, inhabituellement incertain. « Il y a exactement 1 an, commença-t-il, quelqu'un a tiré ma fille du chemin d'un camion en mouvement. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne se souciait pas de ce que je faisais pour vivre ou combien d'argent j'avais ou ce que quiconque regardant penserait. » Sa voix faillit juste un moment, avant qu'il retrouve son rythme à nouveau. Elle a simplement agi, parce que c'était la bonne chose à faire. Il scruta la foule, les yeux se verrouillant sur Amélie. Cette même personne a refusé mon argent, refusé la publicité, refusé même un merci à l'époque. Pas par fierté, mais parce que pour elle, faire le bien était juste normal. Amélie bougea, ses joues rossissant, mais Emma serra sa main fièrement. « J'avais construit ma vie en croyant que tout avait un prix, » continua Vincent, « que les gens sont mus par des incitations, pas par instinct. Mais ce jour-là a brisé cette croyance parce que quelqu'un a choisi d'aider. Pas pour le gain, pas pour la reconnaissance, juste parce qu'un enfant avait besoin d'aide. » Quelques murmures d'accord ondulèrent dans la foule. Vincent prit une respiration, stable maintenant. « Cette personne a sauvé ma fille, mais elle m'a aussi sauvé. Elle m'a rappelé ce que signifie être humain, ce que signifie se soucier sans calcul, agir sans agenda. » Son regard ne quitta jamais Amélie. « Merci, » dit-il, et sa voix porta à travers la foule, plus douce maintenant. « Merci de ne pas passer votre chemin, de ne pas supposer que quelqu'un d'autre interviendrait, de ne pas attendre quelqu'un de plus qualifié ou plus récompensé. » Une pause. « Merci de m'enseigner que la gentillesse n'a besoin d'aucune monnaie, que l'amour dans sa forme la plus pure ne demande rien en retour. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie, mais elle les retint. Vincent descendit de la scène et se fraya un chemin dans la foule vers elle. Les gens s'écartèrent silencieusement, regardant. Il s'arrêta devant elle. « Vous n'avez pas sauvé Emma parce que c'était votre travail, » dit-il, la voix basse. « Vous l'avez sauvée parce que c'était juste. Et ce qui était juste m'a ramené à la vie. » Emma regarda Amélie, puis son père, rayonnant. Et dans ce silence, avant que la musique ne reprenne et que le rire du festival ne revienne, Amélie tendit sa main. Pas en remerciement, pas par obligation, mais simplement pour tenir la sienne. Aucun mot n'était nécessaire, parce que parfois, les plus grandes vérités se ressentent, ne se disent pas. Et en ce moment, Vincent sut que ce n'était pas à propos d'un discours ou d'un programme ou même de rédemption. C'était à propos de l'amour qui arrivait non invité, sans exigence, et restait quand même. L'amour qui changeait tout. 1 mois plus tard, par un soir d'automne doux, Vincent et Amélie marchaient main dans la main le long de la Seine. Emma gambadait devant eux, pointant vers les bateaux-mouches illuminés et les reflets dansant sur l'eau. « Papa, regarde, les lumières font des étoiles dans l'eau !» s'exclama Emma. « Elle a raison, » dit Amélie souriant. « Tout peut être magique si on regarde assez attentivement. » Vincent s'arrêta sous un réverbère, se tournant vers Amélie. Dans sa poche, sa main serra une petite boîte en velours. « Amélie, » dit-il doucement, et quelque chose dans son ton fit qu'Emma courut vers eux, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se passer. « Il y a une question que je veux te poser depuis des mois, » continua-t-il, s'agenouillant sur un genou. Emma haleta, ses petites mains volant à sa bouche. « Tu m'as sauvé de bien plus qu'une carrière vide, » dit Vincent, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. « Tu m'as sauvé de moi-même. Tu m'as appris que l'amour ne se mesure pas en avantage ou en statut, mais en moments comme celui-ci. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être officiellement la famille que tu es déjà devenue pour nous? » « Oui, » chuchota-t-elle, puis plus fort.
Oui, bien sûr que oui. Emma applaudit et dansa autour d'eux tandis que Vincent glissait la bague au doigt d'Amélie. Maintenant, on est vraiment une famille, cria Emma. Une famille pour toujours. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le même parc où Vincent avait fait son discours. C'était une cérémonie simple, entourée des enfants et familles qu'ils avaient appris à connaître à travers leur travail communautaire. Emma fut demoiselle d'honneur, portant fièrement une couronne de fleurs et déclarant à tous ceux qui voulurent l'entendre « Amélie est maintenant ma vraie maman ». Dans son discours de mariage, Vincent dit « J'ai appris qu'on peut avoir tout l'argent du monde et être pauvre en ce qui compte vraiment. J'ai appris que le vrai courage ne se trouve pas dans les salles de conseil, mais dans les gestes quotidiens de bonté. Et j'ai appris que l'amour le plus profond commence souvent de la façon la plus simple, avec quelqu'un qui se soucie assez pour agir. » Amélie, tenant les mains de Vincent et d'Emma, répondit « J'ai appris que les familles ne se définissent pas par la naissance, mais par le choix. Nous nous choisissons chaque jour, dans les bons moments et les difficiles, et c'est ce qui nous rend réels. » Alors qu'ils dansaient leur première danse sous les étoiles, entourés de rires allés d'amoureux, Vincent chuchota à l'oreille d'Amélie. « Merci de m'avoir rappelé qui je voulais être. »« Merci, répondit-elle, de m'avoir montré que l'amour peut changer le monde, une personne à la fois. » L'histoire de Vincent et Amélie nous enseigne que parfois, les héros ne portent pas de cape mais des uniformes de travail et que les gestes les plus purs naissent de l'instinct, pas du calcul. Amélie n'avait pas choisi de devenir une héroïne ce matin-là. Elle avait simplement agi par humanité pure. En sauvant Emma, elle a aussi sauvé Vincent, lui rappelant ce que signifie vraiment vivre avec un cœur ouvert. Leur amour nous montre que la vraie noblesse ne réside pas dans les titres ou la richesse, mais dans la capacité de voir au-delà des différences sociales pour reconnaître l'humanité en l'autre. Vincent a appris qu'un geste simple peut valoir plus que tous les discours politiques, et qu'une femme courageuse peut transformer un homme puissant en être humain authentique. Parfois, il suffit d'un moment de bravoure dans un parking pluvieux pour changer 3 vies à jamais. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour véritable reconnaît la beauté de l'âme avant tout, et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous qu'un seul acte de courage peut transformer une vie entière? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir guérisseur de l'amour authentique et de la compassion humaine.